Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Zobadi-Labella. Je ne suis pas accompagnée de mon acolyte préféré car j'ai une invitée particulière. Donc, En face de toi, saison 5, c'est parti, let's go. Prenez les cacahuètes et c'est parti. Donc, la team, comme je vous l'ai dit en introduction, je ne suis pas avec Christin. Christin est en bac car aujourd'hui, on a une invitée particulière qui nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation. Donc, sans plus tarder, on va accueillir notre invitée. Roulement de tambour. Bonjour Céline. Bonjour Amandine, merci pour l'invitation. Eh ben, merci beaucoup Céline. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bien sûr, donc alors Céline Ulrich-Gervaise, alias la banquière des réseaux, parce que je suis quand même très présente aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. Je suis directrice de secteur commercial dans le domaine bancaire depuis environ maintenant, 13 ans. J'encadre en fait les, directeurs d'agences, leurs équipes et aujourd'hui, j'ai à peu près 25 collaborateurs, sous ma responsabilité. D'accord. Donc, la team, je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler d'argent avec une professionnelle et plus particulièrement dans le secteur de la banque. Donc, on a prévu quelques petites questions auxquelles Céline va y répondre. Donc, on espère vraiment que cet épisode va vous plaire et qui va vous apporter énormément de tips. Donc, Céline, première question, comment bien répartir les dépenses dans le couple pour éviter les conflits? Est-ce que il faut plus être, sur un compte joint? Mmh. Est-ce qu'il faut plus que chacun ait son compte et qu'il y ait un autre compte, un troisième compte, tu vois, pour, gérer les dépenses? Ou est-ce qu'un seul compte, c'est bien? Qu'est-ce que toi, en tant que bancaire, tu pourrais, conseiller aux couples, qui, pourraient avoir une vie commune et qui auraient, des dépenses, communes? Alors moi, ce que je conseille aujourd'hui, surtout pour des gens qui vont avoir en fait des projets, on va dire, en commun, c'est d'avoir, un compte individuel pour recevoir son salaire, gérer, on va dire, les dépenses un peu personnelles et par contre l'utilité du compte joint qui est pour moi très important, c'est-à-dire du coup d'avoir ce compte joint qui va permettre après de pouvoir, soit, payer, on va dire, les dépenses communes comme le loyer, les loisirs par exemple, les charges, tout ce qui va être loyer ou prêt immobilier, en commun. C'est-à-dire que chacun va avoir son compte personnel et puis faire des versements automatiques sur le compte joint pour avoir après, les dépenses communes qui sont vraiment gérées que par le compte joint. Ça, je pense que c'est mieux en termes de transparence et puis pour éviter aussi les conflits. Parce que si chacun reçoit son salaire sur le compte joint, parfois ça peut être un peu compliqué. Après ça va être un choix Mmh. personnel. Mais en tout cas, c'est ce qu'on conseille aujourd'hui, à nos clients, avoir chacun votre compte perso et les dépenses communes sur le compte joint. Et du coup, quand on a un conjoint, est-ce on peut avoir 2 cartes? Que On chaque peut avoir conjoint bien sûr. d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes sont, nominatives. Donc même si on a un compte joint, on peut avoir une carte pour monsieur, une carte pour madame et le chéquier, par contre, il sera commun. D'accord. Alors le chéquier, il est commun, mais ça veut dire que madame ou monsieur peuvent, l'utiliser? Tout à fait, sans signature de l'un ou l'autre. Si c'est un conjoint, c'est monsieur ou madame. Donc c'est pas monsieur et madame, donc là, c'est différent. Ah, Ouais, c'est ou madame, donc s'il y en a un des 2 qui signe, ça va effectivement, impacter le conjoint. Mais les cartes, par contre, sont nominatives. d'accord. Donc toi, tu conseillerais de partir sur un compte joint et ensuite que chacun ait, leur compte individuel. Oui, voilà, Est-ce que c'est-à-dire 3 comptes sur un même foyer. Je pense que c'est quand même mieux, en termes de traçabilité et puis de voir ce qui se passe, sur chacun des comptes, sans forcément se donner après, hein, il y en a, hein, des couples, hein, qui vont se donner aussi procuration sur les comptes perso, mais là, après, c'est vraiment une gestion, personnelle. C'est pas ce qu'on conseille en tout cas, ça va vraiment dépendre après de chacun. d'accord, donc pour l'ouverture du compte joint, il faut que les 2 parties soient présentes. Est-ce que c'est la même chose pour la fermeture? En cas Tout de à rupture, par exemple? OK, donc il faut fait. que les 2 personnes Ah oui, oui, oui. Il faut que les 2 personnes soient présentes physiquement. Après, ça peut être un courrier, hein, un courrier signé, manuscrit des 2 personnes pour, supprimer totalement et clôturer le compte joint. Mais, mmh. oui, il faudra de toute façon, qu'on ait, soit physiquement les 2 personnes, soit un courrier signé des 2 personnes. Sinon, on ne pourra pas clôturer le compte joint. D'accord.
Et est-ce que, en tant que banquière, est-ce que tu connais des méthodes ou des outils pour mieux, gérer, l'argent au quotidien, dans un couple? Alors après, il y a des méthodes, vous avez, des applications, hein. On a quand même Banking, par exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu. Ça va vous permettre, en fait, d'avoir la gestion un peu de ce qui se passe, les dépenses récurrentes, les organismes aussi qui se prélèvent, tous les mois. Puis après pour les anciens, on va dire, qui ont l'habitude d'utiliser, par exemple, les tableaux Excel. Ça, je trouve qu'aussi que c'est une bonne Mmh. aujourd'hui, de pouvoir gérer, et de voir ce qui se passe. Ceux qui sont plus habitués à Excel. Mais sinon, oui, après sur les applications, aujourd'hui, on a de tout, hein. Vous avez même la possibilité de suivre tous les prélèvements et virements qui arrivent sur le compte. Et moi, ce que je conseille aussi, c'est de faire justement des versements, ce qu'on appelle des versements programmés sur des livrets d'épargne, par exemple. Ça, c'est aussi, important de pouvoir mettre de l'argent de côté et de plutôt de faire des prélèvements sur le compte comme le loyer, les factures EDF, le téléphone, pour que ça Mmh. soit fluide plutôt que de devoir payer en carte bleue, voilà. Faire des prélèvements automatiques, c'est pas forcément ce que les gens apprécient, mais je trouve que c'est quand même mieux de se dire: «Voilà, ça c'est sorti, on sait ce qui nous reste à la fin du mois, tous les prélèvements, sont partis et voilà ce qui nous reste», ce qu'on appelle un petit peu le fonds de roulement et de se dire: «Ben, après avec ça, qu'est-ce que je peux mettre de côté? Qu'est-ce que je conserve pour les loisirs?» ou autre. Mmh. D'accord. Alors justement, je vais rebondir à ce que tu as dit parce que tu as parlé, d'épargne. Oui. Il y a énormément, d'épargne qui existe, mais en tant que couple, qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour un couple qui veut épargner? Alors je sais qu'il y a bon le livret A, je crois que c'est jusqu'à 30 ans, non? Ou 25 ans, je crois. Je Alors crois qu'il y a le PEL. il y a pas de plafond sur un livret A, on peut l'ouvrir, déjà à partir de la naissance, hein, mais il y a pas forcément D'accord, d'âge. Non, non, on peut avoir un livret A, à 80 ans, hein, par exemple. Donc non, non, c'est possible. Mais par contre d'accord. pas en commun, effectivement. Ah d'accord et ben justement, quelle est la meilleure épargne qu'un couple peut ouvrir? C'est Alors quoi la meilleure épargne du coup? déjà pour des gens, même si qui sont en couple, hein, même si les gens sont en couple, d'avoir des livrets d'épargne quand même individuels. Ça, c'est important d'avoir son propre, Mmh. on va dire, petit matelas de sécurité. Comme tu viens de dire, le livret A, on a le livret de développement durable qui est à peu près la même chose, sauf que le plafond est différent. Le livret A, c'est 22 950, le livret de développement durable solidaire, c'est 12 000. Attends, mais ça ces montants-là, c'est quoi? C'est le maximum? Maximum 2 versements qu'on puisse mettre dessus. D'accord, OK. Le taux de rendement est le même, on est à 2,4, il a baissé là, depuis le 1er, janvier à 2,4 net d'imposition, donc ça, c'est aussi important. Après sur des épargnes en commun, il y a pas vraiment grand-chose. On va avoir des comptes titres, ce qu'on appelle des comptes titres, ordinaires, où là, on va pouvoir aller chercher un petit peu de rendement, mais également du risque. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller acheter, des actions, des obligations, mais voilà, on va aller prendre un petit peu de risque. On va avoir l'assurance vie qu'on peut faire aussi en commun. C'est quand même Mais rare, alors, mais ça peut se excuse-moi, faire. juste te coupe, quand tu dis en commun, est-ce que c'est marié ou est-ce que c'est, tu vois, Pas forcément marié, conjoint, ça peut être, des concubins, c'est pas forcément un couple, d'accord, voilà. Le régime OK, matrimonial ne rentre pas en compte, hein. Ça peut être, 2 d'accord. sœurs, voilà, on peut tout faire en commun sur ce type de livret d'épargne. Donc un compte titre ordinaire, là, on va être plutôt axé, bourse, donc un peu risque. Et puis on va avoir, tout ce qui va être, assurance vie en commun, ça c'est aussi possible. À savoir que l'assurance vie, souvent on entend: «Attention, c'est bloqué, c'est de l'épargne qu'on va pas pouvoir récupérer», ça c'est faux. L'assurance vie aujourd'hui, on a une période fiscale, ce qu'on appelle une période fiscale de 8 ans. C'est-à-dire que plus tôt vous l'ouvrez, plus tôt, bah, du coup vous allez défiscaliser, au bout de 8 ans. Ça va être plus une question en fait d'impôt, mais c'est pas une question Mmh. de blocage. Ça, c'est hyper important de faire la distinction entre les 2. Parce que souvent on se dit: «Ah là, je vais attendre 8 ans pour pouvoir récupérer mes fonds». Pas du tout. Si vous ouvrez un contrat d'assurance vie, avec monsieur par exemple, et vous avez envie de récupérer les fonds, bah, vous pouvez avant les 8 ans, sauf que vous allez avoir une partie des intérêts qui sera soumis à imposition avant les 8 ans. C'est plus une période fiscale les 8 ans en fait, hein. C'est pas une période de, sortie des fonds, Mmh. hyper important.
D'accord, OK. Mais, après voilà, l'assurance vie, comme, son nom l'indique, c'est pas forcément parce que moi de ce que je comprends, Ouais. l'assurance vie en fait c'est quoi? C'est une protection du coup au cas où Non, s'il se passe, quelque chose? pas du tout. Alors ça va, aller dans les 2 sens, c'est-à-dire que ça peut être une épargne sur du long terme. J'ai envie de préparer, ma retraite, j'ai envie de préparer un projet immobilier. On peut aller sur l'assurance vie. L'assurance vie, en fait, c'est le seul produit Mmh. aujourd'hui qui ne rentre pas dans la succession. Donc il a, en fait, cet effet effectivement de succession, mais on l'ouvre pas aujourd'hui. D'ailleurs, on l'ouvre pour les enfants, hein, l'assurance vie, hein, donc c'est pas lié, qu'à je vais transmettre mon patrimoine pour mes enfants, net d'impôts ou autre, pas du tout. Ça peut servir à tout projet et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le conseille même à des enfants, quand on ouvre leur premier compte, d'ouvrir un livret A, mais également d'ouvrir à côté une assurance vie pour préparer les projets futurs, les études, le permis. Ça peut servir vraiment à tout projet, l'assurance vie. C'est pas lié, ça c'est important, qu'à, la transmission du patrimoine ou la succession. D'accord et est-ce que l'assurance vie, le conjoint ou, oui, la personne avec laquelle on vit, est-ce qu'elle peut avoir procuration sur cette Non. assurance-là? Non, parce qu'en fait, quand Ah! on va ouvrir un contrat d'assurance vie, on va nommer une personne en tant que bénéficiaire. C'est-à-dire que l'assurance vie marche en cas de vie. Mmh. Donc si j'ai envie de sortir les fonds, pour aller, en vacances, par exemple, c'est possible. Demain, s'il nous arrive quelque chose, le fait d'avoir mis un bénéficiaire, donc ça peut être des enfants, ça peut être, un ami, une association, si on décède, les fonds qui étaient présents sur l'assurance vie vont être versés aux bénéficiaires. Donc non, on ne peut pas mettre par contre de procuration sur un contrat d'assurance vie. Par contre, on désigne une personne en cas de décès. Ça, c'est important. D'accord. Bah, c'est ouais, c'est important à souligner parce que je pense que l'assurance vie, on a un peu tous, cette idée reçue, que, comment dirais-je? Que ça ne rentre que dans le cas du au cas où et que C'est ça ne ça, rentre pas dans le cas, d'une épargne, qui pourrait, nous servir plus tard. tout à fait. Céline, est-ce que la situation bancaire d'une personne peut avoir une incidence sur le conjoint. Par exemple, bon, c'est pas le cas, mais par exemple, si j'étais, fichée à la Banque de France et qu'avec Christin, on décide, d'ouvrir un compte joint. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur l'ouverture du compte joint ou est-ce que le fait que c'est ma personne en tant qu'individu, bah, voilà, ça me concerne moi et pas forcément le couple, que l'on va, tu vois, représenter, sous le compte joint qu'on va ouvrir, dans une banque? Alors c'est une bonne question Amandine, parce que c'est vrai qu'on l'a ça, assez souvent parfois en agence. À partir du moment où tu vas être fiché et que tu veux ouvrir un compte joint avec monsieur, que vous soyez mariés ou pas, ça va impacter, quoi qu'il arrive, l'ouverture du compte. On ne pourra pas le faire. Non, ça sera bloquant, parce que du coup, ça va avoir une incidence également sur le conjoint. Donc il ne sera pas possible d'ouvrir, le conjoint, en tout cas en l'état comme ça, directement avec une des 2 personnes fichées. Ça sera pas possible. Après, soit il faut aller voir, directement en Banque de France, bah, déjà d'une pour comprendre le fichage, si on peut, régulariser ou pas et si c'est pas possible, malheureusement l'ouverture du compte, bah, non, ça sera pas possible en tout cas dans l'état. D'accord et donc si je prends l'exemple à l'inverse, si donc Christin et moi, on ouvre un compte bancaire, un compte joint et tout, bon je vais mettre, la faute sur Christin. Christin, si par exemple il fait des bêtises avec l'argent et si, bah, du coup, il est fiché, mais du coup vu qu'on a un compte joint, du coup, est-ce que nous 2 on peut Alors être, toi, tu ne seras pas fiché, mais par défaut, le conjoint, bah, il sera, topé en fichage, Banque de France, ce qui fera que du coup, malheureusement, bah, ça va t'impacter toi aussi. Ça ne t'impactera également si tu veux ouvrir un autre compte, par exemple dans une autre banque, étant donné qu'il y aura ce fichage-là qui sera relié au compte joint de la banque. Eh oui, ah oui, oui, ça c'est hyper important, hein. Donc quand il y a un fichage sur un compte joint, faut faire attention parce que tant que c'est pas régularisé, si tu as déjà un compte personnel, à la rigueur, bon, ça va, mais si tu veux ouvrir, ne serait-ce qu'un autre compte dans une autre mmh, faire un crédit, toi toute seule, même si tu n'es pas mariée, ça te suit parce que, bah, le conjoint, aura été impacté, après l'ouverture. Donc ouais, ça c'est d'accord. de Ah ouais, prendre en compte et pas c'est
s'il y a un crédit conso, à faire ou un projet immobilier que tu as envie de réaliser seul, étant donné qu'il y a ce fichage-là va te suivre tant que c'est pas régularisé. Donc faut faire attention. Waouh! Ouais, ouais, C'est important que tu le dises parce que je pense qu'on n'en a pas forcément, tu pas conscience. conscience et quand ça t'arrive dessus, alors il me semble que le fichage, c'est 5 ans, hein, c'est C'est ça? 5 ans, ouais, c'est 5 ans. Après, des fois, ça peut aller, à vite, hein, si on arrive à régulariser, des fois, ça peut être, un chèque, oui, enfin, après des fichages, il y a plusieurs sortes, hein. Mais, bon, des fois, les gens ne sont même pas forcément au courant, hein. Ça nous est déjà Bah, c'est arrivé ça. d'avoir des couples qui viennent, en agence pour faire un prêt immobilier et on se rend compte que madame a été fichée par une autre banque, par exemple. Là, c'est un peu la douche froide, hein. Donc, bon, après, on les accompagne. C'est aussi notre rôle aussi, et notre devoir de conseil de les accompagner pour voir comment on peut, les aider. Et des fois, ça peut Donc aller ça veut dire vite. qu'on peut être fiché dans une banque et ne pas être fiché, partout, ça veut dire? Si, si, mais souvent, les gens, des fois, ne le savent pas. Surtout, des fois, dans les banques en ligne, c'est déjà arrivé. Heu oui Ah! et puis, en fait, tant que les gens ne font pas de demande, soit d'ouverture de compte parce qu'ils ont déjà leur compte, soit une demande de crédit, ou une demande de chéquier, par exemple, ou la mise en place d'un découvert, on le voit pas forcément tout de suite. C'est à la demande, quand on va faire la transmission et la vérification auprès de la Banque de France, qu'on va s'apercevoir qu'à ce moment-là, il y a un fichage et souvent les clients, ils se disent: «Ah bah mince, je savais même pas», ça arrive, ça arrive. D'accord. Bah, c'est important de le souligner. Tu as parlé tout à l'heure, du crédit et moi j'aimerais, rebondir par rapport à, l'achat immobilier. Donc, de nombreux couples veulent se lancer, tu vois, dans cette aventure. On entend pas mal de choses, hein, que les banques, elles sont un peu, réfractaires, tu vois, à prêter, de l'argent, quand un couple Pas mieux. veut acheter un voilà, d et c'est pour ça ça c'est une question que j'aimerais qu'on aborde ensemble. Comment un couple peut-il bien se préparer pour, acquérir un bien? Est-ce qu'il faut effectivement un CDI, de chaque partie? Est-ce qu'il faut, qu'au niveau de, ton compte bancaire, est-ce qu'il faut que tu sois clean? Moi, j'avais entendu ça, hein, que, si tu es Ouais. toujours à découvert, tu vois, ça peut, voilà, faire tiquer la banque, tu vois? Est-ce qu'il y a une situation particulière qu'un couple doit avoir pour pouvoir prétendre à un crédit, immobilier auprès de sa banque? Alors ça, c'est important, effectivement, déjà par rapport à la situation, professionnelle. Le CDI, c'est sûr que c'est mieux que d'être en contrat, d'intérim, par exemple. Après, quand bien même il y a quand même du cas par cas aujourd'hui. Donc, oui, c'est sûr que d'être en CDI avec une période d'essai validée, c'est quand même un peu mieux. Après, on a aussi, des clients qui sont en intérim depuis, 3 ans, par exemple, dans le même secteur d'activité, sur lesquels on va pouvoir des fois appuyer leur dossier. On a aussi aujourd'hui des gens qui sont dans la fonction publique, mais qui, vous savez, maintenant il y a plus forcément de fonctionnaires, donc ça va être des contrats, Mmh, à durée déterminée. Mais c'est pareil, si c'est des gens qui sont dans la fonction publique depuis des années, mais qui ne sont pas contractuels, on fait aussi, du cas par cas. Voilà, donc l'idée, c'est sûr, c'est le mieux, c'est d'accord. d'être en CDI. Après, on accompagne aussi, les entrepreneurs, hein, ceux qui sont à leur compte, les professions libérales. Pareil, par contre, il faut 3 ans d'activité avec 3 bilans, si possible, c'est quand même mieux. Mais on va dire pour bien préparer aujourd'hui un projet immobilier, c'est déjà d'avoir un petit peu d'épargne de côté. Donc rapidement, Alors ça, impor excuse-moi, je te coupe. Est-ce que ça, c'est obligatoire? d'avoir de Est-ce l'épargne, que je voilà, dirais presque. est-ce qu'on ne peut pas acheter avec zéro. Alors, 2 choses différentes, c'est-à-dire que tu peux avoir de l'apport dans ton projet immobilier et avoir de l'épargne. L'épargne va te servir derrière après à pouvoir, bah, je sais pas moi, si tu achètes un appartement neuf, à aller, faire ta cuisine, faire, acheter ton mobilier. Mais, l'apport devient quand même aujourd'hui un peu indispensable. Vu les taux d'emprunt, même si ça a commencé un petit peu à baisser, maintenant on n'a pas trop de visibilité avec le contexte économique qu'on connaît aujourd'hui, hein, Mmh. mais les taux ont quand même baissé par rapport à déjà 2024. On est loin de ce qu'on a connu, sur les années 2020-2021 où on était sur des taux à 1. Ça je le dis tout le temps à mes clients, on n'y reviendra quasiment plus, c'est pas possible. Donc là on est sur du 3-3,5. On pensait terminer plutôt, sur la fin d'année 2025 avec des taux en dessous des 3.
Malheureusement, moi, j'ai pas de boule de cristal aujourd'hui, pour te dire que ça sera le cas. En tout cas, les taux commencent à se stabiliser, mais rien ne veut dire qu'avec ce qui se passe dans le monde, peut-être que derrière, ça peut repartir à la hausse. Mais sur l'épargne, oui, c'est important d'avoir un minima, pardon, de l'épargne pour pouvoir construire son projet immobilier et montrer aussi à la banque, ben, qu'on a réussi à mettre un petit peu d'argent de côté, et qu'on est sérieux. Parce que la banque va mettre 200 ou 300 000 € quand même à la disposition des clients. Mmh. Il faut que derrière, il y ait des garanties, hein, en se disant, bah, le client derrière, il va pouvoir rembourser son prêt immobilier aussi. Et ça passe par la construction de l'épargne très tôt. C'est pour ça qu'on dit à nos clients: «Ouvrez rapidement des livrets d'épargne à vos enfants», pour derrière leur permettre, d'accéder à la Mmh. propriété aussi plus tard. Et ça passe par des livrets, comme tu disais tout à l'heure, le livret A, ça peut être le plan d'épargne logement, ça peut être de l'assurance vie, mais oui, il faut quand même aujourd'hui, et je dirais même construire son épargne, ce qu'on appelle le court, moyen, long terme. Le court terme, on va être sur les livrets, puisque le livret d'épargne, le livret A par exemple, c'est un livret sur lequel on peut aller chercher des fonds, mais tout de suite pouvoir les récupérer, c'est de l'épargne disponible. Le PEL, on est plutôt sur du 4 ans, donc on est sur du moyen terme. Et puis l'assurance vie, on est plutôt sur du 8 ans, donc on est sur du long terme. Donc il faut avoir à peu près toute cette construction-là d'épargne pour montrer aussi à sa banque bah, qu'on fait l'effort et qu'on met un petit peu d'argent de côté pour accéder à la propriété. D'accord et est-ce qu'il faut, absolument que les 2 personnes, travaillent et aient un CDI ou Il y a un très bon revenu, ça a déjà arrivé, c'est déjà arrivé qu'on ait un monsieur ou madame, par exemple, qui va gagner 4 000 à 5 000 €. Après, il y a le reste à vivre. Donc s'il y a des enfants, il faut aussi qu'on calcule le reste à vivre, du foyer, à savoir que c'est à peu près 800 € par personne. Une fois qu'on mmh, a fait le calcul entre les revenus et les charges, et du coup, combien il reste pour pouvoir vous dire: «OK, là, on va pouvoir vous suivre ou pas». Donc oui, on peut avoir dans un couple, un des 2 qui ne travaille pas. Ça arrive, ça arrive. Mais tout va dépendre encore du revenu, global du foyer. d'accord. Ouais, moi je c'est vrai que je pensais que et par rapport à la situation, tu sais, de ton compte, ça Oui. aussi ça joue? Ah Si tu es bah toujours à complètement. découvert, si Alors le découvert, c'est pas que c'est, on va dire, rédhibitoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la banque vous a octroyé un découvert, c'est pas une obligation, hein, pour la banque, hein, aujourd'hui de dire: «Bon, bah, on va vous mettre tant de découvert». Généralement, on essaie de faire entre 50 et 100 des revenus. Tout va dépendre des banques. Mais un client qui va être tout le temps, tout le temps, tout le temps à découvert, forcément, il va avoir une situation de dossier qui va être un petit peu dégradée, au niveau de la banque. Donc on va avoir tendance à pas forcément y aller. Après un client qui va être mmh, 1 à 2 ou 3 fois dans son découvert, mais qui ne le dépasse pas et qui revient, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur un découvert, il faut revenir au moins une fois en positif, dans le mois, et ne pas rester plus de 30 jours dans son découvert. Ça peut arriver, hein, des clients, qui se retrouvent, 1 à 2 fois comme ça à découvert, mais d'une qui ne le dépasse pas, et puis on voit que derrière, il y a un petit peu d'épargne aussi, voilà. Donc ça aussi, c'est du cas par cas, mais ça ne veut pas dire que si on est un peu à découvert 1 à 2 fois ou 3 fois dans l'année, qu'on ne pourra pas accéder à la propriété. Ça, c'est important. Par d'accord. contre, OK. attention à ne pas le dépasser. Là, c'est un autre sujet. Si on est tout le temps, dans le rouge, on a un découvert de 2 000 €, on est tous les mois à 2 500, à moins 2 500, là, c'est pas possible. Ça veut dire que derrière, il y a une très mauvaise gestion de compte. Et nous, on regarde quand même si la situation bancaire, elle est saine. Si on sent que c'est, voilà, de temps en temps ça va, de temps en temps ça va pas, on se dit: «Il y a quand même un risque». Parce qu'on va sur des durées sur, 20-25 ans aujourd'hui, hein, sur des prêts immobiliers, donc voire 30 sur des profils jeunes. Donc Mais du coup, vous regardez sur un laps de combien de temps? on regarde Ça surtout dépend ou les 3 derniers mois, parce qu'on est quand 3 même sur derniers mois? 3 derniers mois. Si on voit que sur les 3 derniers mois, c'est compliqué, on va aller sur les 6 derniers mois. Maintenant, si, de Ah toute façon, après il y a des notations, hein, aujourd'hui, sur les dossiers bancaires, donc on voit tout de suite si le client il est tout le temps sur une situation dégradée, malheureusement on ne pourra pas l'accompagner. Après à nous de lui réexpliquer, voilà, comment faire pour aujourd'hui retrouver une situation de compte saine, en mettant un petit peu d'argent de côté, en diminuant peut-être le découvert, en changeant de carte aussi, parce qu'on a des cartes aujourd'hui à contrôle ouais. mental. Mmh.
qui permet de ne pas se retrouver justement, en débit et d'utiliser uniquement ce qu'il y a sur le compte. Donc il existe des solutions. Après ça, c'est aussi notre devoir de conseil d'accompagner, nos clients, à pouvoir mettre de l'argent de côté et à sortir de cette situation, qui peut être compliquée derrière. D'accord. Bah, en tout cas, merci pour toutes ces infos. Ouais, Céline, dans le cadre d'un crédit à la consommation, oui, est-ce que dans un couple, alors je ne sais pas si marié ou pas marié, je ne sais pas si ça a une incidence, mais est-ce que, bon, on va prendre, l'exemple de Christin et moi, est-ce oui. que Christin peut contracter un crédit à la consommation sans mon aval? Alors, c'est important le régime, alors que vous soyez marié ou pas marié. Si vous êtes concubin et que, Christin fait un prêt, sans ton accord, il sera le seul impacté, puisque vous n'avez pas de lien, aujourd'hui, à part être concubin. Si vous êtes marié sur le régime de la communauté, là j'insiste, le régime classique. Christin fait un prêt, il le signe, mais tu ne signes pas. Quoi qu'il arrive, tu seras impacté puisque ça va engager la communauté, bien que tu n'aies pas signé, parce que vous êtes mariés sur un régime communautaire. Très important. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, manquement au niveau des remboursements il y a, on peut saisir, Ah alors si jamais il y a un compte joint, ils iront dans le compte joint et mon compte perso aussi? Parce que oui, bon. tu peux être, bah, bien sûr, on va aller te demander, comme vous êtes mariés, que le prêt, bien qu'il ait été contracté par lui seul, étant donné que vous êtes mariés, on viendra te trouver pour demander les remboursements si Christin demain n'est plus solvable. Tout à fait. Ouais, mais c'est enfin, comment ça se fait que ça puisse arriver en fait? Alors ça, C'est normalement, je te le dis, ça ne doit pas arriver. Aujourd'hui, quand on a des clients qui nous disent: «Moi, je vais faire le prêt, seul à mon nom», on leur dit bien, même si de toute façon, on leur dit: «Il faut que monsieur et madame signent», de toute façon, ça, c'est important. Mais si ça c'est déjà arrivé dans le passé où on récupère un client à qui ça a été fait, on lui explique que là, demain, même si madame, elle n'a mis aucune signature sur aucun document, quoi qu'il arrive, si demain vous ne remboursez pas, vous n'êtes plus solvable, c'est madame qui devra rembourser le prêt. Donc voilà. Sur un régime, séparatif, hein, si on est sur une séparation de biens, mmh. là, pas de sujet. S'il y en a un des 2 qui a contracté un prêt, il sera seul redevable du crédit. Par contre, sur un régime sur la communauté, le régime classique, voilà, il faut que les 2 parties aient signé. Ça, c'est hyper important, ouais. C'est très, très important. Mais je sais que tout le monde ne le sait pas, donc c'est pour ça que D'accord. j'insiste. Ouais. Bah, oui et nous, on s'est dit que c'était une question qui était hyper intéressante à poser parce que malheureusement, il peut y avoir des personnes au sein du couple qui sont, mal intentionnées et qui veulent, alors ça peut partir d'un bon sentiment, mais de contracter un crédit et si tu n'as pas les possibilités de pouvoir le rembourser, malheureusement, ça va impacter la personne avec laquelle tu es. Alors Ex soit elle est au courant, bah, vous essayez de vous arranger, soit elle est pas au courant et tu as une grosse somme à rembourser et tu te retrouves un peu, tu vois, au pied du mur, à pas savoir, quoi faire. Donc, effectivement, je pense que c'est hyper intéressant et même tu as bien souligné au niveau du régime, oui, ça aussi c'est hyper important quoi, parce que je pense que pour la plupart, on est tous enfin nous, on est mariés, sous le régime, tu vois, de la communauté des biens et c'est voilà, ça. on n'a pas, conscience que si l'un, fait, quelque chose, ça va aussi nous impacter même si, moi j'ai pas signé derrière quoi, tu vois? C'est Donc ça, c'est pour effectivement, c'est hyper faut bien réfléchir à bien choisir son régime, matrimonial, malgré tout, même si on se dit oui, comme tu dis, moi c'est pareil, je suis mariée, on se dit on se fait confiance. Mais c'est vrai que malheureusement, des fois, ça arrive dans des couples où on en a, qui vont aller contracter des crédits, même en ligne. Des crédits, en revolving, hein, ce qu'on appelle les crédits renouvelables. Voilà, ça les impacte eux, mais derrière, s'ils peuvent plus rembourser, ils oublient que derrière, il y a la famille, quoi. Donc ouais, ça, c'est aussi notre devoir aussi de conseil, encore une fois. Mais bon, après, on peut pas les empêcher de ne pas le faire. Parce qu'il y a des et organismes qui ne demandent pas forcément la signature des 2, hein, des ouais. 2. Ouais, C'est vrai, c'est vrai et en cas de divorce, quand un couple a contracté un crédit en cas de divorce, est-ce que c'est les mêmes alors si jamais il y a divorce, pour faute ou quoi, est-ce qu'il y a les mêmes, obligations de remboursement ou est-ce que, la banque peut tenir compte, tu vois, bah, je sais pas,
par exemple, le mari, bon, a trompé sa femme, donc la femme, elle demande le divorce, donc du coup, ils ont contracté un prêt IMO. Bah, la femme, du coup, elle, décide de divorcer, donc au niveau du prêt IMO, est-ce que les remboursements vont être les mêmes? Parce que, bah, quand vous avez signé, tu vois, tout allait bien et ça ne nous regarde pas, le fait que vous soyez divorcés parce qu'il y a une faute? Ou au contraire, est-ce que la faute peut être pointée du doigt pour dire: «Bah, en fait, tu vois, je peux pas, rembourser, le crédit, quoi»? Bah, s'il y a divorce, de toute façon, ce qu'il faut faire après, c'est, faire une désolidarisation, hein. C'est-à-dire qu'il y en a un des 2, soit qui reprend le prêt de l'autre, mais normalement après ça, c'est moins la partie bancaire, ça va être plus la partie après du notaire, de communiquer et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais pour moi, s'il y a divorce, derrière, il faut, soit vendre le bien, soit l'un des 2 rachète la part de l'autre, faire un rachat de soulte, hein, c'est ce qu'on appelle un rachat de soulte. Mais de ne pas conserver, le bien en l'état, parce que sinon c'est pas possible et c'est souvent ce qui se passe. Mmh. Il y en a un des 2 qui va racheter, la part de l'autre ou ils mettent le bien en vente pour éviter, justement d'avoir encore, cette attache-là sur le prêt, IMO alors qu'on est divorcé. Donc ouais, non, il faut après séparer, les dépenses et les charges qui restaient, avant le divorce, justement. Mmh. D'accord, et en cas de décès, est-ce qu'il est possible que le conjoint, restant Ouais. ait accès au compte bancaire, du défunt? Donc Alors c'est-à-dire, est-ce que, j tu peux utiliser la carte, tu vois, bancaire pour, payer, des obsèques ou quoi? Est-ce que tu peux vider le compte, pour, après, je sais pas, donner aux enfants? Est-ce que cet accès-là, il est autorisé? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où la banque a eu, l'information du décès de l'un des conjoints, le compte est bloqué. Donc, à part soit c'est l'un des conjoints survivants qui n'a pas transmis suffisamment tôt, l'acte de décès à la banque et qui utilise entre-temps, la carte. Moi, ça, je déconseille parce que derrière, s'il y a des héritiers ou même le notaire qui s'aperçoit qu'il y a eu, des paiements par carte ou des retraits, peut après redemander à ce que ça soit réinjecté, enfin tous les fonds qui auront été pris en tout cas entre le moment du décès et les opérations, de rembourser parce que derrière il y a les héritiers. S'il y a pas d'héritiers, ça va, s'il y a des héritiers, il faut faire attention, hein. Moi c'est ce que je dis en tout cas, à mes conseillers et à partir du moment où non, hein, le la banque a eu connaissance du décès, le compte est automatiquement bloqué. Donc plus aucune opération n'est possible. La seule chose qui est possible, c'est s'il y a un conjoint, le conjoint survivant peut continuer à utiliser le compte. Ça, c'est possible, mais pas sur un compte individuel, pas sur un compte personnel. Mais comment, alors sur le compte joint, OK, j'ai compris, mais sur le compte individuel, du coup, ça veut dire, si moi j'ai pas, parce qu'il peut pas faire de procuration du coup pour dire que, bah, en cas de décès, Amandine pourra utiliser mon compte bancaire? Non, alors ça c'est une bonne question. La procuration ne marche qu'en cas de vie. C'est-à-dire au jour du décès, la procuration cesse. Plus de procuration. Et souvent on nous dit, hein: «Oui, les procurations, mais j'avais la procuration sur le compte de mon papa, de ma maman». Ah ben non, non, non. À partir du moment où on a enregistré le décès, la procuration tombe. Il n'y a plus de procuration. La procuration marche qu'en cas de vie et plus en cas de décès. Donc le Ouais, conjoint après l'argent, ça il est, voilà, ça va être le service succession, hein, bancaire qui va prendre le relais, se met en contact avec le notaire en fonction du patrimoine immobilier du client d'ailleurs et après la succession, elle se règle sous 2 ou 3 mois, ça peut aller vite. Mais en attendant, effectivement, s'il n'y avait pas de conjoint, s'il y avait, je sais pas, 20 000 € sur les livrets, on ne peut plus l'utiliser, hein. C'est fini, hein. Tout est bloqué. Jusqu'à, le règlement de la succession. waouh, et si jamais il y a pas d'héritier, si jamais il y a pas de bénéficiaire, où va l'argent? À Après l'État? Alors généralement, c'est rare, hein, qu'on n'arrive pas à retrouver, des héritiers. Des fois, ça peut prendre un an, hein, mais voilà, on essaie de remonter après, des fois, ça peut aller loin sur les neveux, les nièces, les oncles, mais oui, c'est vrai que des fois, ça peut être compliqué. Surtout sur les comptes perso. Ouais, les comptes perso, moi, je conseille vraiment de faire attention. Si c'est des petites dépenses, tout ce qu'il faut savoir, c'est que le livret A, par contre, on peut régler une partie, du livret de ce qu'il y a sur le livret A pour régler les pompes funèbres.
Ça peut être, voilà, on peut dire Ah! aller se servir et ils contactent directement la banque pour faire une «avance» entre guillemets. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les frais d'obsèques aujourd'hui, c'est environ entre 4 et 5 000 €. Voilà, pour vous donner une ordre un ordre. Mmh. Mmh. Et c'est vrai que c'est une question qu'on n'avait pas notée, mais concernant les enfants, est-ce que pour ouvrir un compte bancaire pour nos enfants, est-ce que les 2 parents doivent être, présents et donner l'accord? Ou est-ce qu'un des 2 parents peut ouvrir le compte bancaire? Et Alors comment ça se passe au niveau, tu vois, des versements? Par exemple, si Christin, il décide, d'ouvrir un compte bancaire pour, nos 2 enfants, mais il ne m'en informe pas, non, heu, les 2 parents, hein. C'est la signature des 2 parents, c'est obligatoire, pour ouvrir, mais également pour fermer. Parce qu'on essaie de protéger aussi aujourd'hui, bah, les enfants, hein, même les in s'ils sont divorcés? ah oui, oui, oui. Et on a eu Ah! le cas, hein, où on a eu des parents qui vont ouvrir un compte, pour leurs enfants. Ils se séparent et puis on va voir le papa qui va vouloir venir, récupérer l'argent, qu'il avait mis sur le PEL. Ah bah non, hein, ça c'est pas possible. Parce que là, on est sur l'argent déjà de l'enfant et à partir de là, quand vous ouvrez, ça c'est important, hein, des comptes pour des enfants, c'est pour les enfants. C'est pas pour, je j'ouvre, mon livret A, mais c'est mon argent, mais je le mets sur le compte de mes enfants. À partir du moment où vous ouvrez des comptes au nom de vos enfants, c'est pour les enfants, jusqu'à leur majorité. Ça veut Heu, dire qu'il y a pas de carte bancaire qui est donnée? alors on peut, à partir de 12 ans, on peut avoir un compte Ah! à partir de 12 ans, et encore ça dépend des banques, hein, mais voilà, c'est à partir de 12 ans qu'on peut commencer à avoir une petite carte bancaire, à contrôle de solde bien évidemment, pas de découvert autorisé possible, pas avant 18 ans, pas avant la majorité. Mais oui, par contre, un compte qui a été ouvert, par les parents doit se fermer avec l'accord des 2 parents. Oui, mais si les parents, ils sont divorcés, la mère, elle peut ouvrir le compte bancaire pour son enfant et le père aussi, non? Il faut Ah oui, absolument qu'il y ait les 2 parents? et ils veulent ouvrir après les comptes bancaires, c'est ça que tu veux dire? Voilà. Oui, 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 oui. c'est possible. Maintenant, D'accord. on évite quand même aussi parce que derrière on se dit: «Si on l'a ouvert à la maman seule, mais que le papa demain, il a quand même enfin voilà, il a quand même aujourd'hui l'accord de parental sur l'enfant. Donc ça peut être compliqué si demain il vient en se disant: «Bah, moi aussi je veux récupérer», ça reste le représentant légal. Donc on évite quand même, hein. Mmh, Mmh. d'accord. Mais un couple marié, il doit y avoir les 2 parents, du coup, à l'ouverture et à la signature du compte et c'est vraiment l'argent de l'enfant, C'est du coup l'argent. et pas l'argent des parents? Ça veut pas dire que s'il y a besoin de récupérer un petit peu d'espèces de temps en temps, oui, mais d'aller vider un livret A où il y avait 20 000 €, on peut se poser des questions. Après si on a l'accord des 2 parents, OK, et encore, hein, les fonds qui étaient versés sur le compte de l'enfant, on va faire un virement sur un autre livret. Par exemple, s'il y en a un qui veut changer de banque, je veux changer de banque, je veux ouvrir un autre livret A dans une autre banque. Les fonds, on va les transférer ou faire un chèque de banque au nom de l'enfant, pas au nom des parents. Donc ce qui voudra dire que les parents Ah! vont ouvrir un autre compte au nom de l'enfant dans leur autre banque. C'est aussi pour protéger, bah, les mineurs, hein. Mais alors, quand un enfant, il ouvre un compte, du coup, c'est forcément un livret A? C'est pas un compte banque un compte courant? Alors sur, les petits, les mineurs, non, maintenant, pour avoir une carte, c'est ce que je disais, c'est 12 ans. Après ça va être un compte de dépôt sur lequel on va faire Ah! versement uniquement, mais là il y a pas d'intérêt, il y a pas de carte, il y a rien du tout. Ça va être ce qu'on appelle un compte support. Mais si vous voulez aller chercher des intérêts pour que l'argent génère quand même un petit peu, bah, d'autres argent, hein, bah, ça va être des livrets, oui, effectivement. Des livrets, livrets jeunes, livret A, PEL, assurance vie, des choses comme ça. Ouais. D'accord, bah, c'est ouais, c'est hyper intéressant parce que je pense pas qu'on ait, ces infos-là, en tant que parents, quand on veut ouvrir un compte bancaire pour les enfants et juste pour terminer, est-ce que tu peux nous rappeler un peu le principe de la procuration? Parce que je pense que en tant que couple, je pense que c'est important de savoir un peu quels sont quel est le principe de la procuration? Quelles sont les limites aussi? Et bah, est-ce que la procuration, par exemple, est-ce que c'est, hem, une fois que tu demandes la procuration, bah, en fait, ça court jusqu'à ce que tu décides de l'enlever? Ou est-ce que chaque année, il faut que tu, renouvelles, tu vois, une demande de procuration? Est-ce qu'il y a un montant, limite sur, la procuration que tu fais, tu vois, à la personne? Est-ce que tu peux nous donner un peu des détails par rapport à ça?
Oui, alors les procurations, alors il n'y a pas de date, limite, hein. Tous les ans, il n'y a pas besoin de faire une nouvelle demande, de reformuler une nouvelle demande, pas du tout. La procuration, OK. tant que celui, ce qu'on appelle le mandataire, donne procuration, directement, on n'aura pas besoin derrière de refaire, voilà, une nouvelle demande. Ça, c'est pas possible, c'est pas la peine, hein, il n'y a pas besoin. Si la personne souhaite mettre fin à la procuration, là oui. Il faut aller, à la banque. Pas besoin d'avoir la personne avec qui vous avez donné la procuration, elle a pas besoin de venir avec vous. C'est vous qui êtes, maître de votre compte et gestionnaire de votre compte. Vous pouvez mettre fin à la procuration à tout moment. Vous pouvez donner procuration à plusieurs personnes. Par contre, la procuration, elle se donne que physiquement, enfin avec la présence de la deuxième personne, en agence. On ne peut pas se dire: «Je vais faire la procuration à quelqu'un, par exemple, qui vit, dans un autre pays», si cette personne-là n'est jamais venue, à la banque. Il faut que physiquement, la personne à qui vous donnez procuration soit présente le jour même, puisqu'on vous fait signer des documents tous les 2. Ah, d'accord. Ça veut pas dire qu'elles doivent parce que moi j'ai compris qu'elles doivent venir, retirer l'argent, physiquement. Non, ça n'a rien à voir? Non, non, ça veut dire toi demain tu Mmh. fais procuration à tes comptes à Christin, vous venez tous les 2. Mais s'il vient pas, D'accord, la banque refusera de lui faire. d'accord, OK. Après, oui, par Au contre, niveau du quand on montant, il y a pas il de y a pas de limite de plafond ou quoi que ce soit. Par contre, quand vous donnez procuration, il faut s'assurer que la personne, vous ayez vraiment confiance, hein, parce qu'elle peut effectuer les mêmes opérations que vous. Sauf la clôture, parce que la clôture du compte, il faut quand même qu'on ait l'accord du titulaire du compte. Mais voilà, elle peut effectuer les mêmes opérations que vous, hein, faire des virements, récupérer vos moyens de paiement, faire des opérations, des dépôts. Enfin voilà, elle peut vraiment faire la même chose que le titulaire du compte. Donc il faut bien réfléchir mmh. à qui vous donnez procuration. Hein. Parce que parfois ça D'accord, peut. mais voilà, le fait d'être marié à quelqu'un, ça ne donne pas, systématiquement, procuration ou en tout cas, droit sur, les comptes de la personne, même si on est marié, sous, la communauté des biens. Enfin non, il faut vraiment qu'il y ait un acte qui soit posé au niveau de la banque Ah oui, oui, oui. qui Et même demande, OK. l'un des titulaires vient à la banque demander, «Moi je suis marié avec telle personne, est-ce que je peux avoir, son relevé de compte?» On lui donnera pas, c'est interdit. Ah! Ah oui, il faut qu'il y ait la procuration. C'est pas parce qu'on est marié sur le régime de la communauté, que demain je vais avoir la visibilité sur les comptes, de ma femme. Elle m'a pas donné la procuration, la banque ne lui communiquera aucune information. Là, c'est du confidentiel. Par contre, il y a la procuration, bah oui, effectivement, là, on va vous donner les relevés, on va vous donner les informations que vous avez besoin. Mais le régime matrimonial ne rentre pas en compte, hein. Non, non. D'accord, OK. Bah, en tout cas, merci beaucoup, hein, Céline, pour toutes tes infos. Est-ce que tu as des conseils à prodiguer, je sais pas, à un jeune couple? Est-ce que tu as des choses en particulier à dire? Je sais pas, Bah pour, la communauté en face de toi qui va regarder, cet épisode pour clôturer? Bah, je dirais pour les jeunes, surtout aujourd'hui, c'est de mettre de l'argent de côté. Alors c'est vrai qu'on a aujourd'hui de plus en plus de jeunes, qui, boursicotent un petit peu, voilà, hein, qui vont sur les marchés de la crypto, le marché de l'or aussi, hein. Aujourd'hui, c'est un peu le grand sujet. C'est bien, moi je dis pas qu'il faut pas le faire. Après, il faut pas mettre, comme on dit, tous ses œufs dans le même panier. Donc il faut vraiment, Mmh. voilà, diversifier au maximum. Et de le faire, avec pas des gros montants non plus pour pas les perdre parce que le marché de la crypto, le marché, de l'or ou autre, ça c'est des marchés qui sont très volatiles. Donc ça peut très Mmh. bien, rapporter comme vous pouvez aujourd'hui malheureusement tout perdre. Donc voilà, faire attention à ça et puis bien s'éduquer aussi financièrement, ça c'est important et puis quand il y a des questions, de venir voir son conseiller bancaire, et même dans des difficultés, de ne pas rester, je dirais dans son coin et attendre que la banque soit dans cette démarche-là de vous contacter, parce que quand on commence à vous contacter, c'est que la situation s'est déjà un petit peu trop dégradée. Donc ça peut arriver Mmh. dans des difficultés. Faites plutôt ce pas-là d'appeler votre banque pour vous voilà, pour dire: «Bah, aujourd'hui c'est compliqué, comment on peut m'aider?» ou autre, plutôt que de ne rien dire, parce que là après c'est déjà un peu trop tard. D'accord. Mais toi, en tant que conseillère, bancaire, est-ce que tu trouves que la relation, client banquier, est-ce que tu trouves qu'elle s'est un peu altérée au fil des années? Parce que bon,
les banques n'ont pas forcément, bonne, réputation en ce moment. Est-ce que tu ressens ça ou au contraire, est-ce que tu trouves que ça n'a aucune, incidence, au cours, des années? Donc je dirais sur les derniers sondages qui ont été faits, on s'aperçoit quand même aujourd'hui qu'on a eu cette période-là où, les clients allaient de plus en plus dans les banques en ligne. Malheureusement, avec la montée en puissance des fraudes bancaires, quand on est sur des banques en ligne, je peux te dire que c'est compliqué, hein, derrière d'aller, se faire rembourser, d'avoir quelqu'un au téléphone et c'est vrai qu'on a aujourd'hui Mmh. qui font aujourd'hui un peu machine arrière ou qui se disent: «Je vais garder ma banque», on appelle les banques traditionnelles, hein, les banques avec, le contact physique et puis aller chercher, une banque ou 2 banques en ligne pour, on va dire, la jouer sur les frais. Mais voilà, on s'aperçoit quand même qu'aujourd'hui les conseillers et même, que ce soit les anciens clients ou les plus jeunes, se disent: «Je préfère quand même avoir une banque en ligne et aussi une banque traditionnelle, si besoin, surtout en cas de fraude». Même si aujourd'hui on a quand même des difficultés, c'est quand même un peu compliqué à rembourser, les frais, quand il y a des grosses fraudes. Parce que c'est vrai qu'il y a des grandes campagnes aujourd'hui de sensibilisation quand même, hein, quand on appelle à la fraude aux faux conseillers, la fraude aux faux coursiers où on dit: «Ne donnez pas vos cartes, même si on vient la chercher chez vous, ça n'existe pas». Ou on va vous faire des manipulations sur votre application bancaire. Les banquiers ne vous feront jamais ça, donc mais on a Mmh. se font malheureusement avoir et c'est pas forcément la majorité des gens qu'on pense, où on se dit: «C'est les personnes âgées». Il y a de plus en plus de personnes jeunes qui se font avoir aujourd'hui et Malheureusement. donc voilà, la relation banquier avec les clients, moi je trouve qu'elle est toujours, elle est toujours saine. Bah, après voilà, il y a c'est ça faut aller avec son temps, hein, c'est sûr que les banques, elles sont quand même très présentes aujourd'hui. Mais mais voilà, il faut quand même conserver, en tout cas c'est un conseil, avoir sa banque, traditionnelle avec son conseiller, si besoin. Ça, c'est important. Mmh, d'accord. Eh ben, écoute, ça va être le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup, Céline, d'avoir répondu à toutes nos questions qui, je pense, va aider, énormément de personnes, qui vont regarder, cet épisode. Je ne sais pas si tu souhaites, dire, où est-ce que tu travailles ou quoi? En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on Ah, mettra mmh, ton Instagram, voilà. On mettra ton Instagram, du coup, dans le lien, oui, de l'épisode et comme ça, s'il y a des personnes qui, souhaitent te poser des questions sur la gestion, financière au niveau de la banque et bah, je pense qu'elles pourront te contacter. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment merci, merci, merci. Merci la team d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à commenter, partager et liker et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de En face de toi. Salut, évidemment. salut!